Alors bonjour et bienvenue, mon nom est Kevin Gravier et je contribue à la création du contenu disponible sur Juridique. J'ai l'honneur en fait aujourd'hui d'animer le premier rendez-vous juridique de l'année 2022. Pour rappel, Juridique, c'est un service en ligne, gratuit et bilingue. Vous y trouverez de l'information juridique simplifiée, fiable et adaptée à votre situation, ainsi qu'un bottin de ressources géolocalisées pour vous guider vers les professionnels et les organismes proches de chez vous. On y trouve également des outils pour vous accompagner dans vos démarches judiciaires. Cet événement est diffusé en simultané sur la page Facebook du ministère de la Justice du Québec. Alors, quand on se sépare, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à savoir et il est parfois difficile de s'y retrouver. Chez Juridique, nous travaillons pour que pour que vous puissiez trouver l'information dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. En ce moment de préparation de nos rapports d'impôts, il nous a semblé pertinent d'aborder le sujet de la fiscalité et des aides gouvernementales pour les couples nouvellement séparés. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux invités qui non seulement connaissent bien le sujet, mais qui ont aussi à cœur de le rendre accessible. Madame Sandra Fortier, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez chez Retraite Québec. Pour être plus précis, vous êtes chef de division à la direction de l'allocation famille, un domaine que vous connaissez bien pour y avoir consacré les 10 dernières années de votre carrière. Et c'est votre équipe qui traite les demandes de modification de garde d'enfants. Donc, Madame Fortier, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est plaisir. Monsieur André Boulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes comptable professionnel agréé et un vulgarisateur de l'information fiscale depuis de nombreuses années. Votre livre intitulé « Réduisez vos impôts » aide les Québécois et les Québécoises chaque année à remplir la déclaration fiscale. Vous avez donné des conférences, accordé des entrevues télévisées et vous avez même collaboré avec le Journal de Montréal. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Gravet. Alors, à vous qui nous écoutez, je vous invite à inscrire tout au long du rendez-vous vos questions dans la section commentaires. Nous prendrons quelques minutes à la fin pour y répondre. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première partie de notre rendez-vous, les statuts fiscaux des couples. Si vous avez regardé le dernier rendez-vous juridique, donc celui du 10 décembre, vous savez qu'en droit civil, il y a des différences importantes entre couples mariés et couples non mariés, puisque le statut de conjoint de fait n'est pas reconnu. En droit fiscal, c'est différent puisqu'il y a une reconnaissance du statut de conjoint de fait. Monsieur Boulay, quels sont les critères que la loi fiscale utilise pour reconnaître les couples non mariés en tant que conjoint de fait? En fait, la loi de l'impôt prévoit les situations où il y a deux personnes qui vivent dans une union conjugale. Le terme union conjugale est important parce qu'on peut vivre avec une autre personne sous le même toit sans nécessairement avoir une relation conjugale. Alors donc, la loi de l'impôt prévoit que lorsque deux personnes, soit de même sexe ou de sexe opposé, vivent ensemble pour une période consécutive de 12 mois, okay, dans une relation conjugale, ils seront considérés au terme du 12 mois comme faisant partie, en fait, comme étant mariés et ça aura une incidence au niveau fiscal parce qu'il y aura certains crédits d'impôt qui pourront être affectés. Donc, ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est si à l'intérieur de la période de 12 mois, il y aurait un enfant issu de la nouvelle union, là, au moment de la naissance de cet enfant-là, il y aurait statut, en fait, on va devenir conjoint de fait à cette date-là. Donc, il est possible d'être conjoint de fait avant la période de 12 mois s'il y a un couple qui est le nouveau couple a un enfant ensemble. D'accord. Parlant d'enfants, d'ailleurs, je me tourne vers Mme Fortier. Est-ce que pour l'allocation famille, c'est la même définition? Exactement. L'allocation famille est un crédit justement d'impôt remboursable accordant aux familles une allocation. Donc, on suit la loi de l'impôt. D'accord. Donc, on comprend qu'en droit fiscal, les conjoints de fait ont un statut comme les couples mariés, mais il y a des différences quand même notables entre les deux. Je vais en nommer deux. Il y a deux distinctions importantes entre les couples mariés et les conjoints de fait. Le premier, c'est le patrimoine familial. En fait, le patrimoine familial, je vous le rappelle, c'est l'ensemble des biens qui doivent être partagés lorsque vient la fin du mariage. Par exemple, les résidences de la famille, les biens garnissant ces résidences ou les véhicules utilisés par la famille.
Une autre distinction importante, c'est le régime matrimonial. Il a son importance parce qu'il va en fait déterminer plusieurs règles qui vont devoir s'appliquer lorsque vient le temps du divorce. Monsieur Boulay, quand est-ce que, à propos de la loi de l'impôt, qu'est-ce qu'elle prévoit concernant le patrimoine familial pour les couples mariés qui viendraient à divorcer? En fait, on sait qu'il y a certains biens qui font partie du patrimoine familial. C'est le Code civil du Québec qui définit les biens qui font partie du patrimoine familial. Donc, un couple qui est marié. Et là, comme vous venez de préciser, les conjoints de fait n'ont pas ce statut-là au niveau du Code civil. Mais pour les personnes qui sont mariées, lors d'une séparation, il va y avoir une mise en commun en fait, du REER, de la résidence principale, de la résidence secondaire. Ensuite de ça, quand je dis REER, mais c'est en fait tout fonds de pension. OK? Il va y avoir également l'automobile servant à la famille. Alors ça, ce sont les actifs qui font partie du patrimoine familial. Évidemment, au moment de la séparation, si il y a une résidence principale, il faut bien comprendre que c'est un patrimoine, donc on calcule la valeur de ces biens-là et chacun a une portion équivalente de 50 %. Et donc, au niveau des fonds de pension, les mécanismes font en sorte que si on doit séparer le fonds de pension entre les conjoints, il y aura ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un roulement fiscal, ce qui fait qu'on sait que lorsqu'on encaisse des REER, il y a des conséquences fiscales, on devrait s'imposer sur ces sommes-là. Donc, le fait de transférer d'un conjoint à l'autre conjoint une partie de son REER pourrait amener l'encaissement de ces sommes-là. Mais la loi de l'impôt a prévu que si le REER ou le fonds de pension quitte celui du conjoint et s'en va dans le REER ou le fonds de pension de l'autre, il n'y aura aucun niveau d'imposition, même si les gens ne vivent pas ensemble. Ce qui amène évidemment là, au niveau de la loi de l'impôt à se poser la question: est-ce qu'il y a une distinction entre être séparé et être divorcé au fin de la loi de l'impôt? Et on parle toujours des gens là, qui sont mariés. Alors donc, au niveau de la loi de l'impôt, il y a une distinction importante parce que la loi de l'impôt prévoit que l'ex-conjoint est défini et permettrait, même si on n'est plus ensemble, de continuer à faire certains roulements fiscaux entre les anciens conjoints. Alors que s'il y a, ça a été prononcé un divorce, techniquement, le divorce annule toute la possibilité de faire des roulements. Alors donc, c'est un élément important là, au niveau de la loi de l'impôt et c'est pour les gens, il est important de bien spécifier: est-ce que je suis en situation de séparation ou j'ai vraiment un prononcé de divorce qui a été fait? Parce que les nuances sont importantes au fin de la loi de l'impôt. Okay, quand vous dites en situation de séparation, vous parlez des couples mariés toujours avant que le divorce soit prononcé, on est d'accord? Exact, oui. Yeah. Est-ce que le régime matrimonial aussi a une incidence? En fait, le déroulement de la séparation lorsqu'on est marié va commencer toujours par le patrimoine familial et ensuite, ça va être le régime matrimonial. Et on sait qu'au Québec, il existe deux régimes. Il y a des gens, il y en a un troisième là, qui est la communauté de biens, mais il y a peu de gens, là, ça existe depuis très, très longtemps. Il y a quelques individus encore âgés là, qui sont peut-être encore sur ce régime-là. Mais règle générale, c'est la société d'acquêt et la séparation de biens. Alors, on sait que lorsqu'on est marié sous le régime de la société d'acquêt, tous les biens acquis après mariage doivent être séparés en deux. En fait, quand on dit séparés en deux, ça ne veut pas dire qu'on a la propriété directe du bien, mais on a à établir la valeur de la société d'acquêt et chacun a 50 % de ces biens-là ou de la valeur qui s'est prise sur ces biens-là durant la période de mariage. Okay? Quand on est en séparation de biens, bien, outre, évidemment, comme on a dit, le patrimoine familial passe en premier, après les autres biens, la séparation de biens fait en sorte que, techniquement, ce qui est au nom d'un individu lui appartient en part entière. Donc, si par exemple, moi, j'ai acheté un immeuble locatif et je suis marié en séparation de biens, il arrive un divorce ou une séparation, l'autre conjoint n'a pas
n'a pas de valeur qui s'est accrue dans son patrimoine à lui parce que c'est un bien qui m'appartient à moi. Évidemment, là, il faut que les gens comprennent bien que la maison, le chalet, les régimes retraite, ce sont des biens qui doivent être partagés en premier. Après, là, on va aller voir le régime matrimonial et dépendamment de votre régime matrimonial, souvent, il va y avoir une autre séparation des biens qui va s'effectuer ou il n'y en aura pas, là, dépendamment du régime. OK? Pour les gens qui sont peut-être un peu moins informés puis que ça fait longtemps puis on leur pose la question, ben, si vous avez fait un contrat lorsque vous êtes marié devant un notaire, souvent on va être sous le régime de la société, de la séparation de biens. Les gens qui se marient et qui ne font pas de contrat ou de convention, qui ne choisissent pas un régime, ben, techniquement, d'office, ils deviennent sous la société d'accueil. Et ça, c'est prévu dans le Code civil du Québec. Parfait, c'est une bonne précision à faire, effectivement. On peut l'oublier. Au-delà de ça, donc on parlait patrimoine familial, régime matrimonial, quelles sont les autres grandes différences entre les couples mariés et les conjoints de fait aux yeux de la loi fiscale? Ben, en fait, les différences, c'est que techniquement, lorsque on cesse de vivre ensemble, ben, pour ce qui est d'une personne, pour les personnes qui sont mariées ou les couples qui sont mariés, normalement, ça va être le jour où je me sépare. OK? Donc, il est important de déterminer le moment où le couple ne vit plus ensemble dans une relation conjugale. OK? Donc, évidemment, là, sans entrer dans des technicalités, le terme relation conjugale a été comme interprété dans la loi comme étant, bon, comment vous agissez au niveau économique, comment vous agissez au niveau familial, au niveau des enfants, au niveau des relations, ça va jusqu'au dans la chambre. Et cette analyse-là va faire en sorte de dire, y a-t-il relation conjugale ou plus de relation conjugale? Donc, le jour où ces liens-là se sont coupés, lorsqu'on est marié, c'est la date de séparation. OK? Et là, je dis bien de séparation et non pas de divorce. Et pour ce qui est des conjoints de fait, là, c'est un petit peu plus complexe parce que la loi de l'impôt prévoit qu'il va falloir qu'il y ait une période de 90 jours débutant le jour où on n'est plus dans une relation conjugale pour déterminer est-ce qu'on a encore un conjoint ou pas à la date où je me suis séparé. Donc, c'est comme un test rétroactif. Je dois attendre 90 jours et si on n'est pas revenu ensemble, le 91e jour, j'étais séparé depuis le premier jour où je me suis séparé. OK? En prenant un exemple concret, dans la loi de l'impôt, souvent, on va demander une question, aviez-vous un conjoint au 31 décembre ou à la fin de l'année civile? Alors, donc, quelqu'un qui se serait séparé le 30 décembre, puis qui est conjoint de fait, il devra attendre le 90 jours avant de déterminer est-ce que je vais revenir avec ce conjoint-là ou pas? Et s'il ne vient pas revenu, ben, 90 jours plus tard, il pourrait prétendre qu'au 31 décembre, il n'avait plus de conjoint. OK? Et quand on parlera des crédits, bien évidemment, la loi de l'impôt est basée sur une déclaration fiscale pour chaque individu, mais il y a certains crédits d'impôt qu'on va unir les revenus sur une base familiale. Et donc, si j'ai un conjoint au 31 décembre, dans certains crédits ou dans les allocations familiales également, on doit tenir compte du revenu familial et donc ça devient important de déterminer ce moment-là. Je précise aussi pour ma consoeur Sandra, lorsque vous faites une demande au niveau des allocations familiales, ben, la date devient importante. Hein? Et donc, Sandra on en discutera tantôt, là, mais c'est très important de déterminer quel jour vous êtes devenu parce que ça va avoir une influence, évidemment, sur la séparation des prestations fiscales qui pourraient être versées là, par le régime de rente du Québec. Effectivement, comme vous le dites, il y avoir des incidences sur les prestations. Vivre en couple, on le sait, là, ça confère certains avantages. Et quand en cas de rupture, effectivement, ça a une incidence. On se voit retirer ces avantages. Donc, néanmoins, comme vous le mentionnez, des aides existent. Ça, on en parlera un peu plus tard parce que ce que j'aimerais faire, c'est parler du changement de statut. Donc, progresser sur ton aire d'aller.
Donc, c'est vraiment de parler d'abord des premières obligations après la rupture. Vous en avez parlé un peu, vous allez parler de l'importance de la date quand on est comme couple marié, quand on est conjoint de fait. Monsieur Boulay, est-ce qu'il faut informer le gouvernement de sa séparation? Puis là aussi, vous pourrez rappeler un petit peu les différences entre couple marié et conjoint de fait à ce moment-ci. En fait, il y a beaucoup de choses à penser, là, puis malheureusement, les gens souvent vont arriver dans nos cabinets, puis ils ont tous fait leurs ententes et n'ont pas tenu compte des incidences fiscales que ça pourrait avoir. Donc, il est plutôt rare par les années de pratique que j'ai que les gens, lorsqu'il arrive une situation de séparation, vont consulter avant de prendre les ententes. Évidemment, bon, il y a la médiation qui va se faire et on va les informer. Il y en a qui vont aller chez les avocats. Mais le comptable ou le fiscaliste est souvent, pour les gens qui ne sont peut-être pas en affaires, là, mais ils vont aller consulter un comptable pour bien se faire conseiller sur les incidences fiscales. Alors, c'est ça, déterminer le jour. OK? Donc, quelle journée qu'on considère qu'on est séparé, donc on ne vit plus dans une situation conjugale. Maintenant, que ce soit qu'on soit des conjoints de fait ou qu'on soit marié, dans les deux situations, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, évidemment, la deuxième chose, c'est y a-t-il des enfants dans la relation ou dans la séparation là, qui est en train de se vivre? S'il y a des enfants, entre là une panoplie de choses qu'il faut déterminer. Donc, la première chose, souvent, ça va être la garde des enfants. OK? Alors, la garde des enfants et s'il y a garde partagée, le pourcentage, comme Sandra nous parlera tantôt, a une influence sur les prestations fiscales ainsi que sur certains crédits d'impôt. Donc, est-ce qu'on est à une garde partagée 50-50, un week-end par mois versus le reste avec le conjoint? Donc, ça, c'est une chose très importante aux fins fiscales ainsi qu'aux fins des versements de prestations. Une fois ça établi, là, il y a les ententes qu'il faut prendre aussi au niveau monétaire. Est-ce qu'un des conjoints va verser une pension alimentaire à l'autre? Évidemment, au Québec, on a tout le régime du prestataire des pensions alimentaires et il existe aussi une table qui établit selon le revenu de chacun combien celui qui a le revenu le plus élevé doit verser à l'autre conjoint de pension alimentaire pour les enfants. OK? Alors donc, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard au niveau des pensions alimentaires, mais cet état de fait est important, à savoir la pension alimentaire qu'on va verser, pour qui elle bénéficie. Est-ce qu'elle bénéficie pour les besoins des enfants ou elle bénéficie pour le besoin du conjoint ou de l'ex-conjoint? Parce qu'aux fins fiscales, cette nuance-là est très, très importante parce qu'il y a eu la jurisprudence dans le passé où là, on est venu établir que si la pension alimentaire était versée au bénéfice des enfants, c'est considéré comme une pension défiscalisée, ce qui veut dire que la personne qui reçoit la pension alimentaire n'a pas à s'imposer sur cette somme-là, mais en contrepartie, celui qui paie ou celle qui paie la pension alimentaire ne pourra pas déduire cette pension-là. Maintenant, si elle est au bénéfice de l'ex-conjoint, là, elle ne rentre pas, cette pension-là, dans le concept de défiscalisation. Donc, elle devient imposable pour le conjoint ou la conjointe qui reçoit et déductible pour le payeur. OK? Donc, c'est très important quand on va établir le paiement, on le paie pourquoi. OK? Et ça aussi, ça va déterminer celui qui paie une pension alimentaire et s'il y a des enfants, peut-il réclamer certains crédits d'impôt pour ces enfants-là qu'il a en garde partagée. OK? Évidemment, il y a un grand principe au niveau fiscal, c'est que celui qui paie une pension alimentaire à l'autre conjoint et qu'il soit imposable ou non imposable, ça va faire en sorte qu'il ne pourra pas réclamer de crédit d'impôt pour les enfants, en fait, les crédits personnels, ce qu'on appelait anciennement l'équivalent de conjoint, alors qui est quand même un montant substantiel là, qui pourrait s'appliquer. Donc, même si je suis en garde partagée, du moment que je vais payer une pension alimentaire pour l'enfant qui est en garde partagée, techniquement, je ne pourrais pas prendre cet enfant-là à charge. OK? Donc, ça, c'est une nuance importante et il est important de déterminer cet élément-là.
L'autre élément qui est important, c'est des situations où on pourrait avoir eu un partage, OK? En fait, une séparation, mais il y a des nouvelles unions qui pourraient se créer, OK? Alors là, ça vient complexifier encore plus la situation parce que certains crédits d'impôt pourraient se retrouver dans les mains ou déductibles dans la déclaration du nouveau conjoint qui n'est pas le parent de l'enfant, par exemple, qui aurait payé des frais de garde pour enfants. OK? Et ça, ben, c'est dû à la structure de la loi de l'impôt. Parce que pour les frais de garde pour enfants, ben, techniquement, c'est le revenu le plus bas dans le couple. Donc, si je me sépare et j'ai un nouveau conjoint suite à une vie commune ou une vie maritale pendant 12 mois consécutifs, ben, le nouveau conjoint devient mon conjoint. Et si cette personne-là a le revenu le plus bas de ce nouveau couple-là et que moi, je payais des frais de garde pour mon enfant, ben, c'est le nouveau conjoint qui va pouvoir les déduire. OK? Alors, c'est une situation un peu bizarre, mais c'est ce que fait l'application de la loi de l'impôt. Donc, ça, c'est des choses aussi à faire attention. On parle de séparation, mais quand on a des enfants puis qu'il y a garde partagée et qu'il y a des nouvelles unions qui se créent, ben encore là, il va falloir voir les incidences que ça va avoir comme effet. Et encore là, ma consoeur, ben, techniquement, va voir qu'il peut encore y avoir des changements à ce niveau-là. Merci, merci M. Boulay. Ben, on comprend à votre réponse effectivement que le changement de statut, il est important. La déclaration, c'est vraiment le point de départ de plusieurs conséquences qu'il faut anticiper. Et justement, vous avez dressé un rapide portrait. On va pouvoir approfondir quand on va parler des crédits d'impôt, des déductions à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle il est important de déclarer son changement de statut? Ben, première des choses, c'est d'aviser les autorités fiscales que je ne suis plus en couple. Alors, donc, quand on va faire notre première déclaration lorsqu'on va être séparés, ben, les autorités fiscales, si on ne l'a pas déclaré, habituellement, s'il y a une entente écrite ou un jugement de séparation ou de divorce, habituellement, l'année 1 vont demander le jugement pour situer, à savoir, y a-t-il garde d'enfant, pas de garde d'enfant, est-ce qu'il y a une pension alimentaire de payer ou pas, est-elle déductible, non déductible? Et elle va avoir également un effet sur les différentes prestations fiscales, dont entre autres les allocations familiales s'il y a des enfants. Alors ça, c'est primordial parce que du moment qu'il y a un changement, ben, on devrait tout de suite aviser les autorités fiscales. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a certains niveaux, ce n'est pas Revenu Québec qui gère les prestations, c'est Retraite Québec maintenant qui chapeaute, à ma connaissance, là, les prestations fiscales. Et là, ben, on pourrait demander à Sandra qu'elle nous dise ce qui va se passer dans ces situations-là. OK. Effectivement, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. M. Gravier. Ben, c'est ça pour au niveau de ces Retraites Québec qui administrent. Donc, il ne faut pas attendre seulement la déclaration d'impôt pour aviser le changement de statut parce qu'il peut y avoir un délai. Par exemple, si vous êtes séparés au 1er juillet, ben, plus vite, au bout du 90 jours, d'aviser Retraite Québec. Donc, à partir du mois d'octobre, vous pouvez effectuer votre changement directement sur le service en ligne, sur le web. Puis, à ce moment-là, le montant va être rétroactif pour ne pas pénaliser le client. Comme le versement est calculé de façon mensuelle, vous allez avoir droit immédiatement à votre versement comme monoparental. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs critères qui déterminent le montant auquel vous êtes admissible, soit le nombre d'enfants à votre charge, s'ils sont en garde partagée ou non, le revenu familial et la situation conjugale. D'où l'importance d'aviser rapidement. Puis, à l'inverse, là, si c'est un nouveau conjoint de fait, après 12 mois de vie commune, mais là, le revenu familial est basé sur les 2 parents, donc biparental. Puis à ce moment-là, vous pourriez avoir des sommes à rembourser.
D'accord. Ben, vous entendant tous les deux, je comprends que le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de ne pas attendre et même d'anticiper cette déclaration de changement de statut. Vous avez précisé, Madame Fortier, un petit peu les conditions pour faire justement cette déclaration auprès de Retraite Québec. Mais M. Boulay, j'aimerais vous entendre par rapport aux institutions fiscales. Est-ce qu'il y a un délai à respecter aussi également de ce côté-là pour faire notre déclaration? Ce sont les délais normaux. Il n'y a pas de modification. Alors, si vous êtes un particulier qui n'est pas en affaires, donc qui n'est pas travailleur autonome, ben, la déclaration qui se termine dans l'année civile précédente doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Évidemment, il faut comprendre que si on excède ce délai-là, au 30 avril va commencer, en fait, si vous avez des sommes à payer aux autorités fiscales, vous allez avoir une pénalité, OK, de 5 des soldes dus, plus 1 par mois, avec un total maximum de 12 OK? Donc, de 12 mois, excusez. Et il y a des intérêts aussi qui vont commencer à courir. Maintenant, je suis en situation de remboursement. Évidemment, l'idéal, c'est de produire le plus rapidement pour avoir votre argent. Mais si j'excédais le 30 avril, comme je n'ai pas de solde dû au gouvernement, il pourrait arriver que, en fait, il n'y aura pas de pénalité comme tel. Si je suis un travailleur autonome, OK, le délai de production sans pénalité est reporté au 15 juin, ainsi que le conjoint ou conjoint de fait de cette personne-là. OK? Fait que dans cette situation-là, il faut bien comprendre qu'il y a un délai pour éviter la pénalité jusqu'au 15 juin, mais si vous avez un solde dû au 30 avril, les intérêts vont commencer à courir. OK? Alors, donc, c'est les choses qui vont se passer. Mais, grosso modo, la situation pourrait faire en sorte que si vous avez un nouveau conjoint suite à la rupture et que ce conjoint-là est un travailleur autonome, bien, votre délai pour éviter la pénalité va passer du 30 avril au 15 juin. Mais sinon, il n'y a rien de prévu spécifiquement pour les situations dans l'année de la séparation. Okay. On se rappelle qu'il faut quand même atteindre le 90 jours là, dont on parlait, là, le 90 jours de séparation pour que la séparation soit confirmée. D'ailleurs, j'avais un petit exemple pratique que je voulais vous soumettre. Effectivement, si on s'est séparé en novembre ou en décembre, donc moins de 90 jours avant la fin de l'année fiscale, donc le 31 décembre, qu'est-ce qu'on met dans notre déclaration 2021 puis dans celle de l'année suivante 2022? En fait, dépendamment, il va falloir attendre notre 90 jours parce qu'il y a beaucoup de tests pour obtenir les crédits d'impôt, surtout au Québec, qui sont basés sur « avez-vous un conjoint à la fin de l'année ». OK? Alors, quand on lit la loi de l'impôt, souvent, ça va être le test va être fait sur la base de votre statut à la fin de l'année. OK? Il y en a d'autres que c'est au cours de l'année, mais majoritairement, et surtout au Québec, comme je vous disais, souvent les tests sont faits. Alors donc, si je reprends votre exemple, au mois de novembre, je me suis séparé, OK? Là, il va falloir que je statue. Est-ce que je suis un conjoint de fait ou je suis une personne mariée? Je suis une personne mariée, puis j'ai statué que le 15 novembre était la journée où on s'est séparés, où on ne vivait plus dans une relation conjugale. Bien, techniquement, eux, ça va être au 31 décembre, ils n'ont plus de conjoint. OK? Maintenant, c'est un conjoint de fait, là, je vais être obligé d'attendre le 90 jours. OK? Et une fois le 90 jours arrivé, ben, c'est comme si je revenais au premier jour pour dire j'ai plus de conjoint à partir de cette date-là. Donc, dans l'exemple que je viens de vous donner, au lieu d'être une personne mariée, j'aurai un conjoint de fait. Le 15 novembre, on se sépare. J'attends mon 90 jours. Si je ne suis pas revenu avec cette personne-là, je reviens au 15 novembre et je dis, ben, c'est la journée où j'étais séparé. Et donc, au 31 décembre, je n'aurai plus de conjoint. OK? Mm-hmm. Pour les personnes mariées, il faut faire attention, il y a des tests concernant les frais de garde pour enfants. Il faut que ça fasse une période de 60 jours, qu'on soit marié ou qu'on se soit séparé. D'accord. En tant que conjoint de fait. D'accord. On dit tout à l'heure qu'on va parler des crédits d'impôt, déductions fiscales. On y arrive enfin, effectivement, parce que la majorité des programmes fiscaux sont calculés sur le revenu familial du couple. Évidemment, quand on n'est plus en couple, le droit de bénéficier de certains crédits va changer.
Alors, on l'a dit, néanmoins, il est possible d'avoir accès à certaines déductions lors de sa première déclaration d'impôt après la séparation. Et ma première question serait de savoir justement quels sont les crédits d'impôt en fait, auxquels peuvent se prévaloir en fait, les couples, les conjoints de fait qui séparent ou les couples mariés qui divorcent. Monsieur Boulay. La première chose, c'est évidemment, là, c'est de voir est-ce que j'ai un conjoint au 31 décembre? Disons que j'en ai pas. Là, je suis dans ma première année où il y a eu séparation. OK? Cette année-là va être différente des autres années à venir. OK? Dans l'année de la séparation, les conjoints, malgré le fait tantôt que je vous disais qu'ils versaient des pensions alimentaires et ça pourrait empêcher de prendre des enfants en charge, ou même notre conjoint, OK? Si notre conjointe aurait des revenus pas suffisants pour en fait, qu'elle soit à notre charge, là. Cette personne-là, en fait, c'est quelqu'un qui aurait gagné en 13 000 ou moins environ, là, puis 15 000 au Québec. Alors, ces personnes-là tombent à la charge de l'autre conjoint. Alors, donc, dans l'année de la séparation, la personne devra faire un choix. Est-ce qu'il demande un crédit d'impôt pour le conjoint, même s'il est séparé, parce que cette personne-là n'a pas eu beaucoup de revenus? Deuxièmement, est-ce que s'il y a une pension alimentaire déductible, est-ce qu'il peut la déduire? Ou troisièmement, est-ce qu'il prend un des enfants à titre d'équivalent de conjoint? OK? Et ça, même s'il a payé une pension alimentaire. Ça, c'est seulement l'année 1. Après ça, là, on va déterminer pour les enfants, parce que là, s'il n'y a pas d'enfants, je n'ai plus de conjoint. Donc, je ne peux plus réclamer d'équivalent de conjoint, pas d'équivalent de conjoint, mais de personne à charge, de conjoint à charge. Donc, je suis redevenu comme célibataire, OK, aux fins fiscales. Maintenant, si j'ai des enfants, là, j'ai payé une pension alimentaire pour cet enfant-là. Je ne peux pas le prendre à titre d'équivalent de conjoint. OK? Maintenant, l'autre personne pourra demander l'équivalent de conjoint, évidemment, si elle n'a pas de nouveau ou il n'a pas de nouveau conjoint. OK? Ensuite de ça, il va y avoir, dans le cas des enfants, les frais de garde. Alors, s'il y a des frais de garde et qu'on est en garde partagée, bien, si on est en garde partagée, chacun, s'il paie leur part des frais de garde, sera déductible. OK? Il est déductible sous l'égide du fait que les frais que je paie correspondent à la partie, normalement, où il est sous ma garde. OK? Et l'autre conjoint également. L'autre point qui va être important à regarder, c'est les frais médicaux. Alors, si on a des frais médicaux qui sont versés, la loi de l'impôt vient dire, c'est les frais médicaux que j'ai payés lorsqu'il était à ma charge à moi. OK? Donc, les frais médicaux pourraient être réclamés pour l'enfant, autant dans un que dans l'autre, en autant, évidemment, pas les mêmes, là, mais techniquement, ces frais médicaux-là pourraient être réclamés par les deux conjoints parce qu'on peut les réclamer si l'enfant est malade et qu'il était avec nous. OK? Et là, comme vous savez, il y a une panoplie de crédits d'impôt, là, et on pourrait passer quasiment 2 heures là, à toutes les passer. Mais ce sont ceux qu'on rencontre le plus souvent. Donc, les frais de garde, les frais médicaux. Il existe au Québec encore, à ne pas oublier, là, un crédit d'impôt pour les activités culturelles, artistiques et sportives. Alors là, il va falloir s'entendre à savoir, est-ce que le crédit est demandé par celui qui a payé et qui était à la garde de l'enfant ou non? OK? Alors donc, vraiment, là, il faut établir ça. Évidemment, quand on arrive dans cette période-là, et l'année 1 et bien souvent même l'année 2, il était important de bien s'entendre pour pas qu'à chaque année, ça finisse avec des frais d'avocat pour savoir qu'on va aller chercher, qui va aller chercher les crédits d'impôt. D'où l'importance de, savoir chacun ses droits, OK, dépendamment de la situation qu'ils ont fait. Et souvent, même dans une entente ou dans un jugement, on le voit souvent, le juge va dire, une année, c'est telle personne qui prend l'enfant en charge, l'autre année, ça va être l'autre personne. Donc, les pères, impairs ou des choses comme ça qu'on va voir. Donc, c'est déterminé et ça, comment je pourrais dire, ça évite des disputes par la suite. Alors donc, ces crédits-là, il faut connaître
ceux qu'on a le droit. Moi, si je veux avoir un équivalent de conjoint, mais je paie une pension alimentaire, quand même, je me battrais, je ne pourrais pas la réclamer. Donc, évidemment, il devient une logique économique aussi de voir, c'est peut-être plus gagnant que mon ex-conjoint, mon ex-conjointe puisse le réclamer pour elle. Évidemment, il faut faire attention. S'il y a un nouveau conjoint qui arrive par la suite, hop, là, ça rechange. OK? Alors donc, autant au niveau des crédits d'impôt que pour les prestations fiscales. Donc, il faut réaliser, comme disait Sandra tantôt, mon changement est arrivé, j'ai une nouvelle conjointe, j'ai un nouveau conjoint. Donc, il faut que je fasse ma déclaration. Sinon, on pourrait être pris pour rembourser des sommes parce que le revenu familial vient d'augmenter. D'accord. Vous l'avez dit, il y a plusieurs crédits d'impôt disponibles. Je vais noter des crédits d'impôt pour les études des enfants aussi, effectivement. Il y a des crédits d'impôt pour les frais de scolarité payés. Ces frais de scolarité-là peuvent s'appliquer pour des études secondaires, mais de type professionnel, ce qu'on appelle les DEP. Donc, il est possible s'il y a des frais de scolarité de payer. Il y a aussi, dans ces cas-là, au Québec, un crédit d'impôt pour les sessions qu'on a passées à l'école. Évidemment, au niveau collégial et au niveau universitaire. Et je vous dirais, souvent, c'est au niveau universitaire où les frais de scolarité sont plus élevés. Encore là, c'est qui faut partir avec le principe que les frais de scolarité, en principe, là, selon la loi de l'impôt, ils appartiennent à l'étudiant. OK? Alors, l'étudiant, c'est un privilège qu'il fait aux parents de leur céder. OK? Alors, souvent, ce qu'on voit, si c'est l'étudiant qui paye lui-même ses études, ses frais de scolarité, même s'il ne peut pas les déduire, il va pouvoir les cumuler pour le futur. OK? Maintenant, si c'est les parents qui payent ou un des parents, l'étudiant peut céder ses frais de scolarité qu'il n'a pas besoin aux parents. OK? C'est un peu comme ça. Et quand on est dans une situation, là, on décidera c'est qui a la charge, qui paye, et donc on verra qui pourra le réclamer si on est dans cette situation-là. D'accord. Rapidement, au-delà des crédits d'impôt, il y a quelques déductions aussi, déductions fiscales qui seraient intéressantes pour les couples qui se séparent? Faut penser que dans l'année, souvent, de la séparation, et même après, il y a des frais ou des honoraires qui sont payés à des personnes légales. En médiation, je crois que il y a certaines heures qui sont couvertes par le gouvernement, là. Maintenant, si vous engagez des frais d'avocat, il y a certains frais qui sont déductibles. Et partons avec le principe suivant, c'est que les frais payés pour des honoraires de séparation, la majorité du temps, celui qui paye ne peut rien déduire, surtout au fédéral, et celui qui reçoit peut déduire plusieurs choses. OK? Au Québec, la seule place où le payeur pourrait déduire des honoraires, c'est dans l'établissement du montant de la pension alimentaire qui va être versé mensuellement ou annuellement ou hebdomadairement. Donc, établissement de la pension alimentaire, les deux ont droit. Dans le cas d'une révision aussi d'un montant de pension alimentaire, les deux ont droit. Droit de visite, le payeur n'a pas le droit. La personne qui réclame ou qui a le droit de recevoir pourrait déduire ses frais d'avocat. OK? Donc, les droits de visite. Tout ce qui est partage du patrimoine n'est pas déductible. OK? Donc, tout ce qui est monétaire dû à l'union ne rentrera pas ou ne sera pas déductible. Alors, donc, ce qui est important, c'est de garder en l'esprit qu'il y a certains frais d'honoraires qui sont déductibles. Dans l'année de la séparation, c'est souvent là qu'on voit les frais sont le plus élevés. Et dans les autres années, ça se peut aussi qu'il y en ait s'il y a des révisions. Et il est important que votre aviseur légal, évidemment, décrive bien chaque intervention qu'il a fait. C'était-tu pour la garde? C'était-tu pour l'établissement de la fixation de la pension alimentaire? Est-ce que c'était une problématique visant le partage du patrimoine ou le partage
des sommes d'argent. Alors, donc, il y a beaucoup de gens qui omettent ou qui ne savent pas qu'ils peuvent déduire une partie de leurs honoraires. Et dans certains cas, ben, c'est quand même substantiel, là, et ben, ça permet d'aller chercher des sommes plus intéressantes. Je voudrais peut-être faire un parallèle aussi. Il y a tout ce qui est garderie, là. Donc, il y a l'établissement, dans certains cas, au niveau des garderies, à savoir qui paie, là, parce que les reçus sont émis selon la personne qui inscrit l'enfant à la garderie, puis des paiements. On a eu une problématique là, 1 an ou 2, là, où, surtout quand il y avait un impôt spécial là, qui s'était ajouté, ça a été retiré, là, mais c'est important de savoir aussi quand on vient pour émettre le reçu, si vous êtes en garde partagée, ben, monsieur a payé, madame a payé, ou ben, chacun veut avoir un reçu, mais quand vous arrivez à une garderie publique, là, ben, c'est pas aussi simple que ça pour émettre le reçu. Donc, ça, c'est important aussi d'aviser la garderie qu'il y a une garde partagée maintenant. Okay. D'accord. On en prend bonne note. Donc, au-delà des crédits d'impôt, des déductions fiscales, il y a aussi des aides gouvernementales. Et là, je vais me tourner vers Mme Fortier avec ma première question. À propos justement de l'allocation famille, comment on fait une demande? Quel peut être le montant qui peut être accordé? C'est sûr que les démarches à effectuer auprès de Retraite Québec là, sont différentes si vous êtes déjà bénéficiaire de l'allocation famille. Par exemple, si vous recevez déjà, parce que suite à la naissance, il y a lieu une séparation, mais là, à ce moment-là, oui, vous avez la démarche d'effectuer, comme on a dit tout à l'heure, le changement de situation conjugale après le délai soit de 90 jours. Mais aussi, on vous invite à communiquer avec Retraite Québec pour expliquer s'il y a une modification au niveau de la garde. Ça veut dire que si vous avez la garde partagée, par exemple, 1 semaine sur 2, votre enfant habite avec vous, mais vous êtes mieux de nous aviser rapidement. Pour l'autre parent qui obtient la garde, mais il peut avoir une garde partagée à partir de, exemple, du vendredi matin jusqu'au dimanche soir, à tous les mois, comme c'est calculé mensuellement. On invite à faire une demande en ligne directement sur le site web de Retraite Québec, puis ou sinon de communiquer avec le service à la clientèle là, pour obtenir un formulaire qui peut être expédié également. Le montant est versé selon, comme je disais tout à l'heure, le nombre d'enfants à la charge, s'il y a une garde partagée ou non, le revenu familial, puis la situation conjugale. Fait que les demandes sont traitées rapidement. Puis là, sur le site web, vous allez voir aussi le temps estimé. Ça veut dire que si vous avez moins de 12 jours par mois, là, vous ne serez pas exigé, vous n'aurez pas suffisamment de temps pour combler là, une garde partagée. Ce que je voulais mentionner aussi, il peut y avoir des gardes estivales. Par exemple, si vous obtenez la garde juste pendant le mois de juillet ou septembre, mais là, vous pourriez faire une demande pour ces mois-là et devenir admissible à l'allocation également. Donc, je comprends qu'il y a un calculateur, c'est ça qui nous aide à faire justement ces calculs-là? Pour le montant, bien, ça varie vraiment d'une famille à l'autre. Comme on a dit, le revenu familial a une incidence sur le montant. Donc, c'est préférable d'aller consulter le calculaide là, sur le site web. Puis, la fréquence de versement est soit mensuelle ou trimestrielle. Si on ne fait pas le changement, là, il va être versé tous les 3 mois. Puis, on reçoit les montants d'avance. Donc, comme on disait tout à l'heure, s'il y a une modification dans la garde, c'est important d'aviser rapidement par téléphone pour que, justement, on n'ait pas des sommes à rembourser. D'accord. Là, oui, allez-y, pardon. C'est peut-être important de préciser qu'on parle souvent de sommes à rembourser en trop, mais ils vont être déduits à même les prestations, le versement dans les versements du futur. D'accord. Là, on parle au niveau provincial. Au niveau fédéral, M. Boulay, ça, il y a aussi une allocation pour enfants. Est-ce que vous avez quelque chose à préciser à ce sujet? Ça s'appelle l'allocation canadienne pour enfants. C'est un peu le même principe. C'est basé sur le nombre d'enfants, c'est basé sur le revenu familial. Donc, le même principe s'applique. Également, ben, il y a l'équivalent au niveau fédéral d'aviser rapidement les autorités fiscales. Parce qu'en plus, ben, au niveau du Québec comme au niveau fédéral, il y a un autre crédit qui est le crédit au fédéral de TPS
Et le crédit TPS est fonction de votre revenu familial et du nombre de personnes dans la famille. Au niveau du crédit solidarité au Québec, c'est le même principe. Et là, ce crédit-là va varier, évidemment, si vous êtes seul, avec des enfants. Ça aussi, ça va être important de faire ça rapidement. Sandra faisait tantôt allusion là, des changements en fonction des paiements anticipés. Peut-être juste ajouter qu'il y a des gens aussi au niveau des frais de garde pour enfants qui sont en garderie privée, qui vont demander à l'avance. Okay? C'est possible, il y a un système de paiement anticipé qui est fait. Alors donc, si vous ne faites pas votre changement et que le revenu, vous avez un nouveau conjoint, bien, votre paiement anticipé, vous allez en avoir trop reçu. OK? Et donc, au moment de la déclaration fiscale, bien, ça va apparaître. Et là, vous pouvez vous retrouver avec une belle somme de quelques milliers de dollars à rembourser parce que vous n'étiez plus admissible. Donc, ça existe également, tout ce principe-là du changement au niveau des paiements anticipés qu'on appelle. Okay? Donc, il y en a pour les prestations fiscales que Sandra a parlé, mais il y en a aussi pour, au niveau du Québec, là, pour les frais de garde pour enfants, surtout les gens qui sont en garderie privée. Donc, à vous écouter, on se rend compte que quand même les démarches autour des impôts après une séparation, ça peut devenir vite compliqué, vite un casse-tête, surtout en fait si, quand on était en couple, c'est notre ex qui s'occupait de faire la déclaration fiscale. Moi, j'aurais une question pour vous, M. Boulay. Ben, quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, justement? Écoutez, pour nous, c'est une des situations qui est la plus difficile, je vous dirais, même pour les CPA. Là. Comme vous voyez, il y a plusieurs éléments à regarder. À travers tout ça aussi, bon, quand c'est fluide entre les deux conjoints, ça va bien, là. Tout le monde participe, mais quand ça devient que tu vas avoir une information, il faut que tu passes quasiment par les avocats toutes les fois, ça peut devenir un peu pénible. Évidemment, je suggère l'année 1, surtout si vous n'avez pas été consulté de ce qui va se passer, l'année 1 de consulter quelqu'un qui connaît des règles fiscales entourant, évidemment, les règles de la séparation et des gardes partagées surtout. Parce que les gardes partagées, c'est une autre difficulté qui vient entrer. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est importante. On parle tout le temps souvent de séparation avec jugement de la Cour. Il faut comprendre que ça ne prend pas nécessairement un jugement. Une entente écrite entre les conjoints, signée des deux parties, constitue une entente aux fins de la loi de l'impôt. Évidemment, ce qu'on remarque en pratique, c'est que quand on commence à demander aux gens, tu veux, par exemple, déduire ta pension alimentaire, mais vous n'avez pas fait une entente écrite, les deux doivent signer. Là, souvent, là, ça va se retrouver devant les avocats parce qu'ils ne veulent pas se compromettre à dire, ouais, je vais signer quelque chose, puis ça va m'engager peut-être à certains points. Donc, mais c'est important de savoir que ça prend au minimum une entente écrite ou un jugement, évidemment, des tribunaux, soit pour la séparation. Évidemment, quand arrive le divorce, on vient de voir qu'on redevient comme des gens qui n'ont pas de conjoint, comme ce qu'on appelle les célibataires. Et donc, à moins qu'on ait un nouveau conjoint par la suite, il n'y a plus rien qui peut se passer entre les deux, fiscalement parlant. Vous conseillez aux gens de faire appel à un professionnel, particulièrement dans cette première année après la séparation. Est-ce que pour les couples qui n'auraient pas les moyens de recourir à un professionnel, est-ce qu'il y a des organismes qui pourraient leur venir en aide? Il y a différents organismes dont les deux agences, en fait, forment des gens par des communautés d'organismes sans but lucratif qui aident les gens à préparer leur déclaration fiscale. Ils sont formés par des gens de l'ARC ou de Revenu Québec. Donc, ça peut, puis ils font des cliniques d'impôt qu'ils appellent. Évidemment, souvent, dans ces cliniques d'impôt-là, c'est quand même limité à des cas simples. Donc, il faut faire attention là, avant de penser qu'ils vont être admissibles. Il y a aussi, pour ceux il y a des universités qui font aussi, dans certains cas, des cliniques d'impôt au Québec. Mais encore là, c'est des cas simples qui sont traités. À ma connaissance, c'est les deux grands organismes que je connais où je vois qui pourraient être faits, être gratuits.
Excellent. Merci. En fait, je vois le temps avance. Vous avez donné beaucoup d'informations. J'aimerais juste revenir rapidement sur les éléments à retenir. Le plus important, c'est de bien connaître sa situation, qu'on est marié, conjoint de fait, savoir les conséquences que ça a pour nous, notamment par rapport à la date de la séparation, qui a une influence sur les prestations. Un autre élément important, vous l'avez soulevé, c'est vraiment de ne pas attendre pour déclarer son changement de statut, même de l'anticiper si on le peut, et également de distinguer entre l'année de séparation puis l'année après la séparation. Avant de prendre les premières questions, en fait, de terminer justement avec la dernière partie, avant de prendre les questions, j'ai une question pour vous, Mme Fortier, M. Boulet. En une phrase, s'il y avait une chose que vous aimeriez que ceux qui nous écoutent retiennent, ce serait quoi? Je laisse la parole à ma conjointe, à Sandra, excusez, c'est un lapsus. À Sandra de répondre en premier. C'est sûr, on l'a répété à quelques reprises, d'effectuer le changement aussitôt pour une séparation après le délai de 90 jours. Il faut être admissible déjà. Mais de mettre à jour son dossier aussitôt que les conditions de la garde physique, on parle toujours, sont modifiées d'Aviser Retraite Québec. Rapidement, par téléphone même. Merci, M. Boulet. Je dirais, quand arrive la situation, allez trouver conseil avant de faire des ententes et qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça a des incidences financières. Hein. Alors donc, sur les budgets des gens, qu'on parle des prestations fiscales, qu'on parle des impôts à payer, des crédits d'impôt remboursables, des frais de garde, pas des frais de garde, mais des frais de garde d'enfants. Donc, en fait, les gens ne viennent pas consulter au départ et se retrouvent dans des situations par la suite qui pensaient que c'était ça, mais finalement, ça ne l'est pas ça. Et ça, à la fin, souvent, les gens se retrouvent avec des impôts à payer ou des prestations à rembourser. Puis, ça amène un stress financier. Puis, des fois, on a malheureusement des petites catastrophes qui arrivent. Là, puis, ça débalance les gens dans leur quotidien. OK. Merci. Avant de prendre les questions, moi, j'aimerais simplement faire une petite annexe. Parce que là, on parle des impôts. On comprend qu'il y a beaucoup d'éléments... Lorsqu'il y a la séparation, il y a beaucoup d'éléments à penser. Donc, j'espère, en fait, avec ce rendez-vous, que vous qui nous écoutez, ça vous a permis d'identifier l'essentiel, en fait, concernant l'impôt. Et ce que j'aimerais amener, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est quitte à changer de statut pour les impôts, justement, il ne faudrait pas oublier de revoir certains documents importants. Je vais vous les nommer. Il y a les assurances collectives, incluant l'assurance maladie, le nom du bénéficiaire sur l'assurance vie, le testament, le mandat de protection en cas d'inaptitude, là où les procurations, ou encore le nom du bénéficiaire de certains régimes comme le fonds de pension de notre employeur. Donc, pensons-y, là, c'est un mémo que je vous partage avant de prendre les questions. Donc, sans plus attendre, je vais regarder un petit peu les questions qui nous ont été posées et je vais vous les adresser. Donc, Mme Fortier, M. Boulet, on va commencer avec la première question. Je comprends que les conjoints ne pourront pas faire leurs impôts avant le mois d'avril afin de déterminer s'ils étaient ou non ensemble le 31 décembre, point d'interrogation. Et si un seul conjoint fait ses impôts, le reste de la question est malheureusement coupé. Est-ce qu'avec ça, vous avez la possibilité des impôts et déclarés de séparés? D'accord, c'est bon. Monsieur Boulet. En fait, si on regarde les dates statutaires, la situation du 90 jours débuterait au plus tard le 31 décembre ou le 30 décembre, ce qui vous amènerait à la fin mars. Alors donc, vous pouvez le faire avant. Avant la fin avril, vous avez un mois pour déterminer s'il va y avoir une reprise ou pas. Évidemment, dans certaines situations, on sait que les gens ne reviendront pas ensemble, donc on peut peut-être commencer à préparer sa déclaration fiscale sur la base qu'il n'y avait plus de conjoint puis que le test va être rencontré. Il faut comprendre aussi que la documentation pour préparer ces déclarations fiscales, la majorité des gens ou des institutions ou de votre employeur ont jusqu'au dernier jour de février, donc le 28 ou le 29, dépendamment des années, pour produire. Ça fait qu'avant que les gens aient tout reçu leurs documents, souvent on est rendu autour du 10 mars. Et donc, le délai qui reste n'est quand même pas si long si on s'est séparé le dernier jour de l'année. Évidemment,
peut-être que ce délai-là est déjà passé dans l'année. D'accord. Une autre question. Quelle est l'incidence de rester dans la même résidence malgré la reconnaissance de la séparation? Ouais, c'est une question qu'on se fait poser souvent, puis qui n'est pas évidente. Évidemment, quand on regarde la définition de la loi de l'impôt, on nous dit qu'on vit dans une situation maritale. Et là, c'est là qu'on doit faire le test, à savoir, c'est pas parce que je reste sous le même toit que je ne suis pas séparé. Alors, si les gens font chambre à part, chacun a son budget, chacun paye son épicerie, les gens dans la communauté savent qu'ils ne vivent plus ensemble, et tout l'aspect économique aussi, là, chacun paye sa part, on pourrait être sous le même toit puis être considéré comme séparé. D'accord. Question suivante. Pour que la pension soit prélevée directement sur la paie du conjoint dont on est séparé, est-ce qu'un processus qui est compliqué à faire? En fait, c'est une demande qui se fait au percepteur des pensions alimentaires qui envoie habituellement une demande à l'employeur et l'employeur va prélever directement les sommes sur la paie de la personne. Mais habituellement, si les gens s'entendent bien et qu'il n'y a pas de problème, je pense, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je crois que les pensions alimentaires vont demander un dépôt au payeur d'un versement et la pension alimentaire sera payée directement. Mais si on veut que ça passe par la paie, il faut passer par notre employeur. Les cas où quelqu'un refuserait, là, c'est le percepteur qui va aller aviser l'employeur de faire la perception directement sur la paie de la personne. Parfait. Alors, on a une situation d'une personne séparée en mai 2020 qui a un nouveau conjoint depuis janvier 2021 et un enfant à charge. La pension alimentaire de son ex, est-ce que cette personne elle reçoit présentement l'aide gouvernementale pour son enfant, en plus de la pension? Et à partir de quel moment le gouvernement va commencer à compter le salaire de son nouveau conjoint? C'était la question à Sylvie, là. À moi, vous voulez dire nouveau conjoint depuis janvier 2021. Pour la pension alimentaire, là, je ne veux pas m'avancer, c'est au niveau de l'impôt, mais on va commencer à compter le salaire. Au niveau de l'allocation famille, c'est sûr que le revenu familial est calculé le mois suivant. Donc, si vous êtes un nouveau conjoint, un début de vie commune en janvier 2021 et qu'il n'y a pas d'enfant en commun, vous allez être considéré biparental, là, dépendamment de la date, mais c'est après 12 mois de vie commune. Donc, possiblement à partir de janvier 2022, le revenu familial va être tenu compte pour le versement de l'allocation famille. Je ne sais pas si... Dans le cas, si je regarde, moi, de ce que je comprends, je pense que le délai de 12 mois n'est pas atteint encore. Fait que ils se séparaient en mai 20 et commencent à vivre ensemble en janvier 21. Donc, il faudrait attendre jusqu'en mai 21 pour dire, là, j'ai un conjoint. OK? Parce que là, on aurait eu une période de 12 mois. OK? Pour les fins fiscales. Maintenant, à moins qu'il y ait eu un enfant ensemble. Alors, donc, dans ma situation, moi, s'il m'arrive et qu'il me demande, est-ce qu'au 31 décembre 2020, il y avait un conjoint? La réponse est non, il n'y avait pas de conjoint encore parce que ma période de 12 mois n'était pas encore faite. D'accord. Et à moins, comme je vous dis, qu'il y aurait eu un enfant dans cet intervalle-là ensemble. D'accord, merci. Je vois le temps qui file et malheureusement, ce sera notre dernière question pour ce rendez-vous. En fait, en conclusion, Mme Fortier, M. Boulay, je vais vraiment vous remercier d'avoir si généreusement partagé vos connaissances. Merci à vous qui nous écoutez. Le présent rendez-vous juridique sera en rediffusion disponible sur nos médias sociaux. Donc, si vous avez manqué une partie, si vous voulez revoir certains passages ou mieux, si vous voulez partager ce rendez-vous avec votre entourage, ce sera disponible sur nos médias sociaux. Je vous donne rendez-vous le 18 février. On parlera de finances personnelles après une séparation ou un divorce et des bons réflexes à adopter. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.